La véritable histoire derrière la mort soudaine de la légende du hip-hop Pimp C reste l'un des chapitres les plus tragiques de la culture. Bien que le rapport officiel du coroner ait pointé du doigt un mélange fatal d'apnée du sommeil et de sirop contre la toux, les changements dynamiques locaux racontent une histoire plus profonde. Continuez à regarder pour voir comment un dernier appel téléphonique à son plus proche collaborateur a exposé ce qui se passait vraiment lors de ces dernières heures. Ce qui s'est passé dans la chambre au Mondrian. Le 4 décembre 2007, Chad Butler, connu du monde entier sous le nom de Pimp C, était réservé sur un vol du matin pour rentrer au Texas. Il avait passé la nuit dans une chambre de l'hôtel Mondrian à West Hollywood, un lieu apprécié des personnes travaillant dans la musique. Il avait 33 ans et selon toute apparence externe, il allait bien. En quelques heures, il serait mort dans cette chambre, emporté par quelque chose que presque tout le monde se trompe encore à ce jour. Il était venu à Los Angeles pour du travail en studio et un concert. La nuit précédente, il avait joué dans un lieu proche avec son ami $2 Hort, puis était retourné à sa chambre. Sa femme, Shinara, l'attendait au Texas. Il était censé s'envoler ce même matin, et elle s'attendait à un appel avant l'aéroport. Cet appel n'a jamais eu lieu, et le silence qui a suivi n'a jamais été pleinement expliqué. Shinara a tenté de le joindre plus d'une fois. Chaque appel est resté sans réponse, ce qui était étrange pour un homme en jour de voyage, avec une femme et une famille l'attendant. Il n'était pas du genre à disparaître le matin d'un vol. À plus de 1000 miles de distance, elle avait un choix difficile à faire. Elle pouvait continuer à composer et espérer qu'il était simplement endormi, ou elle pouvait demander à quelqu'un à Los Angeles de vérifier physiquement la chambre. Elle a demandé une vérification du bien-être. Les officiers et le personnel effectuent ces vérifications constamment, et presque toutes se terminent par un client embarrassé et des excuses. Pour Pimp C, cela a mis en mouvement les dernières heures de l'histoire. Le personnel de l'hôtel s'est dirigé vers sa chambre. Il n'y avait pas de réponse de l'intérieur, pas de voix, pas de mouvement derrière la porte. Quand ils sont entrés, ils l'ont trouvé dans le lit. Il ne bougeait pas du tout. Il était inconscient, et les personnes dans la chambre pouvaient voir que ce n'était pas le sommeil. Quelqu'un a appelé les ambulanciers immédiatement. Les équipes d'urgence ont atteint l'hôtel rapidement. La vitesse n'a rien changé ici. Au moment où quelqu'un l'a touché, il n'y avait plus rien à sauver. Les ambulanciers l'ont déclaré mort dans la chambre elle-même. Il n'y a eu aucune ambulance frénétique, aucune lutte à l'hôpital pour le ramener. La scène était déjà terminée quand les professionnels sont arrivés. Il gisait dans le lit, positionné comme s'il avait simplement sombré dans le sommeil, et ne s'était jamais agité. Les premiers récits ne décrivaient aucun signe de lutte nulle part dans la chambre. Rien n'avait été renversé, rien n'avait été cassé, aucune porte n'avait été forcée. Cette surface calme importait énormément plus tard. Un homme trouvé immobile dans un lit fait pointe vers un certain type de mort. Mais la chambre autour de ce lit commencerait bientôt à pointer quelque part beaucoup plus sombre. Puis sont venus les flacons, et c'est là que le fil médical commence. Les enquêteurs ont signalé des flacons de prescription dans la chambre. 2 d'entre eux portaient des étiquettes appropriées et imprimées, les reliant à de vraies ordonnances. Une 3e bouteille était différente. Elle était à moitié vide et partiellement dépouillée de son étiquette, et à l'intérieur se trouvait du sirop contre la toux. Pas la version légère vendue au comptoir d'une pharmacie. Cette version nécessite la signature d'un médecin, car la codéine qu'elle contient est un narcotique contrôlé. C'était le mélange sur ordonnance de prométhazine et de codéine. Le même mélange que Pimp C avait transformé en signature dans sa musique. Une bouteille de exactement cette chose, dont il rappait se trouvait à seulement quelques pieds de son corps. Il avait de nombreux noms pour cela dans ses enregistrements. Lean, Sizzurp, Purple Drank. C'était du sirop sur ordonnance versé sur de la glace et du soda dans un gobelet en mousse, siroté lentement pour un high sédatif et lourd. Le goût sucré cache la force, ce qui est une grande partie de ce qui le rend si dangereux. Il avait construit des chansons entières autour de ce rituel. La plus célèbre était Sippin' on Some Syrup, une collaboration de 2000 avec 3-6 Mafia, qui a aidé à pousser Lean vers le courant dominant. Maintenant, une bouteille utilisée de celui-ci se trouvait dans la pièce où il est mort. Le chevauchement entre l'art et la mort était impossible à ignorer. La chose qu'il avait célébrée dans ses vers était physiquement présente à la fin. Mais une bouteille dans une pièce ne prouve rien sur une cause de décès en soi. Et la réponse facile que tout le monde cherche, le sirop, cache un vide qui n'a jamais été entièrement comblé. C'est ici que la version propre et médicale se fissure d'abord. Un homme lié au monde de Pimp C s'est introduit sur la scène et l'a examiné de ses propres yeux. Ce qu'il décrivit plus tard ne ressemblait pas du tout à une mort paisible au lit. Il a dit qu'il y avait du sang dans cette pièce. Il a dit que cela ressemblait à un homme qui avait été tué par balle à la tête. C'était son compte personnel de la scène, pas une conclusion officielle. Pourtant, aucun enquêteur n'a jamais signalé une blessure. Il n'y avait pas d'armes, pas de tireur, pas d'effraction, pas de balles. La pièce, selon la première lecture officielle, contenait un corps et quelques bouteilles, et rien qui criait la violence.
Cette image unique, du sang abondant dans une pièce autrement calme, est la graine à partir de laquelle tous les doutes sur cette mort ont grandi. Deux images très différentes se trouvaient maintenant côte à côte. Le processus officiel se dirigeait vers quelque chose de calme, médical et interne. Le conte de son cercle proche contenait du sang, de la violence et de la terreur. Les deux versions ne peuvent pas être entièrement vraies à la fois. Un corps sans blessure ne laisse généralement pas une pièce ressemblant aux conséquences d'une fusillade. Une de ces descriptions doit plier. Alors laquelle était réelle? Cet écart exact entre une scène sanglante et un corps sans blessure est pourquoi les gens discutent encore de cette chambre d'hôtel près de 20 ans plus tard. Une enquête a été ouverte, mais elle a avancé lentement. Tout le monde pressant pour obtenir des réponses continuait à entendre le même mot unique en retour. Attendez, un jugement officiel complet sur la façon dont il est mort n'arriverait pas avant des mois. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un corps, une pièce verrouillée et une scène que personne ne décrivait de la même manière. Et quand ce jugement a finalement atterri, il ne nommerait pas de suspect, et il n'apaiserait pas un seul doute. Il dirait quelque chose de plus étrange que ce pourquoi les gens attendaient, s'étaient préparés. Mais cette réponse était loin dans l'avenir. D'abord vinrent les murmures. Shinara, la femme dont l'appel téléphonique avait déclenché le contrôle de bien-être, faisait maintenant face à l'enterrement de son mari. Ils avaient été mariés pendant 4 ans. Elle porterait le poids de tout ce qui viendrait ensuite. Elle n'était pas une étrangère dans sa vie. Elle connaissait sa musique, sa santé, son passé et la foule qui l'entourait. Elle avait observé cette foule de près pendant des années et savait quels visages y appartenaient et lesquels non. Elle deviendrait l'une des voix centrales dans le débat sur ce que sa mort signifiait réellement. Dans ces premiers jours de décembre, cependant, rien de tout cela n'avait encore d'importance. Elle était une veuve échouée à 1000 km du corps de son mari, attendant qu'un laboratoire parle. Considérez le cadre lui-même. Le Mondrian se situe sur la Sunset Strip, un hôtel utilisé constamment par les artistes en tournée et les professionnels de l'industrie. Il était là pour travailler, non pour s'échapper ou se cacher. Tout dans ce voyage montrait un homme en mouvement. Il enregistrait, se produisait et planifiait son vol de retour à la maison. Ce n'était pas quelqu'un qui fermait tranquillement la porte de sa propre vie. C'est une partie de ce qui refusait de sembler juste aux gens. Un homme qui décélère laisse des signes. La semaine de Pimp C n'a montré que du mouvement vers l'avant, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Son emploi du temps souligne le point. Il avait réservé du temps d'enregistrement dans la ville. Il avait fait le spectacle aux côtés de $2 Hort. Il tenait un billet d'avion de retour vers sa femme et sa famille au Texas. Il y avait des gens qui comptaient sur lui pour franchir une porte, pas une raison de l'éviter. Les gens qui planifient soigneusement leur semaine suivante planifient rarement de mourir seuls dans un lit d'hôtel. La forme occupée et tournée vers l'avant de ces journées argumentait fortement contre une sortie calme et attendue. Donc la question centrale ne fit que s'aiguiser. Quel genre de force pénètre dans une chambre d'hôtel fermée à clé et arrête un homme de 33 ans qui semble travailler et en bonne santé dans son sommeil? Il n'y avait pas de note de suicide trouvée. Il n'y avait pas d'événement déclencheur évident. Pas de chute dans les escaliers, pas de bagarre, pas de cri d'aide crié qu'aucun client ou membre du personnel n'ait rapporté avoir entendu. Il était allé se coucher et il ne s'était pas réveillé. Pris purement au pied de la lettre, ce fait tranquille est la totalité de ce que la scène montrait en surface. Mais les surfaces peuvent être trompeuses. Et bien trop de gens qui le connaissaient réellement refusaient d'accepter le visage que portait cette mort particulière. Les premiers jours n'ont produit aucune accusation et aucun suspect nommé. La police n'a pas annoncé qu'un crime avait eu lieu. Tout aussi important, ils n'ont pas fermé la porte à la possibilité qu'il y en ait eu un. Ce genre de silence officiel crée sa propre pression. Quand les autorités en disent très peu en public, tout le monde connecté à l'histoire comble le vide avec sa propre version. Dans ce vide sont entrés sa famille, ses amis et un manager, chacun tenant un fragment séparé de la dernière nuit. Aucun de ces fragments ne s'emboîterait jamais proprement ensemble. Ces fragments ne resteraient pas silencieux. Son corps a été remis à sa famille pour l'inhumation au Texas. Il retournerait à Port Arthur, la ville qu'il avait élevée d'un enfant malade à un roi du Sud. Son corps voyagerait plus de 1000 kilomètres pour ce retour aux sources. Les arrangements funéraires ont commencé. Mais son peuple faisait bien plus que pleurer. Certains cataloguaient silencieusement les détails qui les troublaient. Une bouteille égarée, une chandelle brûlée jusqu'au bout, un appel téléphonique dont le moment semblait mal choisi. Ces détails finiraient par se cristalliser en une affaire à part entière. Non pas une affaire classée dans un tribunal, une affaire construite dans des salons, lors d'entretiens, et dans des années de récits qui ne se sont jamais arrêtés. Un détail de plus encadrait l'ampleur de la perte. Il avait lutté pendant des années juste pour atteindre ce moment précis, et pendant qu'il était enfermé, des milliers de fans l'avaient soutenu de l'extérieur. Cette lutte avait même un nom, Free Pimp C, 2 mots qui s'étaient transformés d'une peine de prison en un mouvement complet à travers le hip-hop.
Il avait remporté ce combat, il était sorti, s'était battu pour revenir, et avait atteint la première place du pays. Mourir à ce sommet précis est ce qui a fait que tout cela semblait profondément mal aux gens qui l'aimaient. Ceux qui lui étaient les plus proches ne parlaient pas d'une seule voix. Certains étaient prêts à accepter quelle que soit la réponse médicale et calme que le laboratoire produirait. D'autres étaient déjà convaincus, dans leurs os, que quelqu'un lui avait fait cela. Sa propre mère figurait parmi les sceptiques. Selon plusieurs témoignages, elle croyait qu'il avait été empoisonné. La certitude d'une mère en deuil n'est pas une preuve au tribunal. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut simplement écarter. Cette division, le laboratoire clinique d'un côté et le cercle intérieur en deuil de l'autre, est le véritable moteur de toute cette histoire. En presque 20 ans, cela ne s'est jamais complètement fermé. L'équipe du coroner suivrait son lent chemin clinique vers un verdict. Mais les premières personnes à atteindre cette pièce n'allaient pas attendre qu'un laboratoire leur dise ce que leurs propres yeux avaient déjà vu. L'une d'elles a décrit une scène de sang et un corps positionné d'une manière qui ressemble à un cauchemar. Une autre a nommé un étranger qui n'avait aucune raison d'être aussi proche. Une troisième s'est concentrée sur les bougies qui avaient brûlé jusqu'à disparaître complètement. Commencez par la pièce elle-même, exactement comme ils l'ont décrite dans les heures et les années qui ont suivi. Car ce qu'ils affirment avoir vu dans cette pièce ne correspond pas à un homme qui s'est simplement couché et s'est endormi. Imaginez un homme entrant dans cette chambre d'hôtel juste après le pire appel téléphonique de sa vie. Il était venu faire face à la mort d'un ami et d'une légende. Il n'était pas préparé à l'état réel de la pièce. Ce n'était pas une scène immobile, propre et digne. Selon les récits qui ont circulé dans son cercle intérieur, la pièce racontait une histoire de violence qui contrastait avec tout ce que le mot accident implique. Cela s'est gravé dans l'esprit de tous ceux qui l'ont entendu. 2 décennies plus tard, les gens le répètent encore presque mot pour mot. La description a refait surface plus tard par l'intermédiaire de gens proches de lui, y compris le producteur DJ Paul de 3-6 Mafia, qui a relayé ce qu'un manager sur les lieux aurait apparemment vu. Ce relais a façonné presque tous les doutes soulevés depuis. Commencez par la position de son corps. Il n'était pas étendu sur le dos ou affalé confortablement contre un oreiller. Il a été décrit comme agenouillé, plié vers l'avant, comme s'il était surpris au milieu de la prière. Les gens se sont attachés à un nom pour cela. La position de prière. La tête baissée, le torse plié, les mains serrées contre la poitrine. Ce n'est pas comme cela qu'un homme a l'air quand il s'endort simplement dans un lit d'hôtel. Le sommeil laisse un corps détendu et ouvert. Cette description était l'exact opposé de cela. Cette seule image a causé plus de dégâts à l'histoire officielle que n'importe quel rapport de laboratoire ne pourrait jamais réparer. Les hommes ne meurent généralement pas en pleine prière, à genoux, dans une chambre d'hôtel, par pur accident. L'image demandait une histoire avec un meurtrier dedans. Du moins, c'est l'impression qu'elle a faite aux gens qui l'ont entendue. Puis vint le sang, et c'est le sang qui a transformé le chagrin en suspicion. Le récit ne mentionnait pas une petite tache sur un drap. Il décrivait le sang comme s'il avait été abattu par balle à la tête. C'est l'exact libellé qui s'est propagé de bouche en bouche. Du sang partout. Une scène qui ressemblait aux conséquences d'un meurtre, non à la disparition silencieuse d'un homme endormi. Pour les gens qui ont d'abord entendu cette description, l'affaire était close avant que n'importe quel coroner ne dise un mot. À leurs yeux, on ne saigne simplement pas de cette façon en s'endormant dans un lit. Mais mettez ce récit en contraste avec ce que les premières personnes dans la pièce ont réellement trouvé. Il n'y avait pas d'armes nulle part. Il n'y avait pas de porte forcée, pas de serrure brisée. Aucun signe qu'un étranger s'était battu pour entrer ou sortir. Donc les deux images refusent de s'aligner. Dans l'une, la pièce ressemble aux conséquences d'une fusillade. Dans l'autre, il n'y a pas d'armes et pas de moyen d'entrée, rien qui ne correspond à un meurtre du tout. Comment les deux descriptions peuvent-elles être vraies en même temps? Cette contradiction impossible est précisément ce qui a maintenu cette mort en vie pendant près de 20 ans. Il y a exactement un moyen de combler ce fossé sans meurtrier. Un corps gravement malade peut saigner sans jamais être frappé par quelqu'un. L'usage prolongé et grave de codéine combiné à une maladie grave peut déclencher des vomissements violents, et ces vomissements peuvent amener du sang. Les médecins le voient dans les cas d'utilisation prolongée d'opioïdes associés à un estomac déjà malade. Si c'est ce qui s'est passé, alors le sang dans le récit était le sien, expulsé lors de ces dernières heures de lutte. C'est une image sombre et douloureuse. C'est aussi, important à noter, pas un crime. Cette explication médicale a toujours été disponible. Elle n'a jamais complètement calmé les gens qui ont vu la pièce ou l'ont entendue décrite. L'image d'une scène sanglante était simplement trop puissante pour être contredite. Tournez-vous maintenant vers les bougies, un détail qui semble petit mais porte une lourde accusation. Plusieurs récits décrivent des bougies dans la pièce qui avaient brûlé jusqu'au bout. La cire était épuisée, les mèches réduites à néant. Une bougie ne brûle que pendant un certain nombre d'heures avant de s'éteindre. Si ceux-ci avaient complètement brûlé, ils avaient été allumés pendant une très longue période, possiblement toute une nuit
possiblement la plupart d'une journée complète. Personne n'allume une bougie, en s'attendant à la laisser brûler aussi longtemps. Cette seule observation implique quelque chose de troublant concernant la chronologie. Cela suggère que Pimp C était mort bien plus longtemps que quiconque à l'extérieur ne l'avait réalisé lorsqu'il a finalement été découvert. Suivez ce fil de bougies jusqu'au bout. Il a été découvert le matin du 4 décembre. Si ces bougies avaient brûlé toute la nuit et dans des porte-bougies vides, il se peut qu'il soit mort la veille de sa découverte. Cela signifierait qu'il était allongé là, seul dans cette pièce, pendant des heures, tandis que le reste du monde supposait qu'il allait bien et était occupé. Cela signifierait que la vérification du bien-être, lorsqu'elle est finalement arrivée, est arrivée bien trop tard pour avoir de l'importance. Cela ouvre également une ligne de questionnement plus froide. S'il est vraiment mort une journée complète plus tôt, alors quoi? Si quelque chose s'est passé dans cette pièce pendant toutes ces heures non surveillées? Pour approfondir, l'histoire quitte l'hôtel et se tourne vers la famille. Le cousin de Pimp C, un homme connu sous le nom d'Edgar, a parlé ouvertement de la mort dans des interviews enregistrées des années plus tard. Ce n'était pas un lointain parent cherchant de l'attention. Il était proche de Pimp C, faisait partie du monde intérieur, le genre de membre de la famille qui entend les choses que les étrangers et les journalistes n'apprennent jamais. Cette proximité est exactement la raison pour laquelle ces paroles avaient tellement de poids auprès des fans. Ces paroles sont devenues du carburant pour les sceptiques. Clip après clip en ligne, Edgar a décrit une scène et une distribution de personnages qui ont poussé le soupçon bien au-delà des bougies et du sang. Edgar a décrit du sang sur le lit lui-même. Il l'a relié à l'idée que Pimp C avait été malade, vomissant et en grande détresse physique avant la fin. Ce compte-rendu correspondait en réalité à la théorie des saignements internes. Mais cela a aussi gardé le sang au centre de tout. D'une manière ou d'une autre, la famille avait vu ou entendu parler de sang dans cette pièce. Edgar, cependant, ne s'est pas arrêté à la description du sang et de la maladie. Il est allé plus loin que cela, et il a pointé son doigt directement sur une personne. Il a parlé d'une figure qu'il appelait Buddy. Pas un ami proche, pas un coéquipier, pas de la famille. Un parasite, une présence louche qui traînait autour de Pimp C à la fin. Dans la version d'Edgar, c'était quelqu'un qui n'avait rien à faire d'être aussi proche d'une star de ce calibre. Quelqu'un dont le rôle réel dans le cercle personne ne pouvait jamais lui expliquer complètement. Un nom sans nom de famille. Un homme vague qui rôdait en arrière-plan de la mort d'une superstar. Pour les gens déjà convaincus de jeu foule, cette figure qui rôdait était plus que suffisante. Un nom sans nom de famille est impossible à disculper et impossible à condamner. Réfléchis attentivement à ce qu'un personnage comme Buddy fait à une histoire comme celle-ci. Il place une main inexpliquée près du corps. Il donne une forme humaine à une peur informe pour la désigner. Pourtant, aucune accusation n'a jamais été portée contre quelqu'un appelé Buddy. Aucune preuve n'a jamais lié une telle personne à un crime contre Pimp C. Il existe comme une ombre dans une interview, et non comme un suspect dans un dossier de police nulle part. Néanmoins, une ombre est difficile à réfuter une fois qu'elle a été plantée. Au moment où tu entends qu'un mystérieux étranger rôdait près d'un homme mourant, la version de l'accident pacifique commence à sembler mince et commode. Ensuite, il y a le téléphone et un avertissement qui aurait été lancé à travers lui. Certains récits décrivent un dernier appel dans les derniers jours de Pimp C qui contenait des paroles comme « Fais attention à tes arrières ». Dans ces versions, il a soit donné cet avertissement à quelqu'un, soit l'a reçu lui-même. De toute façon, cela peint un homme qui sentait le danger se refermer. Une cible qui savait, à un certain niveau, qu'elle était dans le collimateur. C'est exactement le genre de phrase qui transforme une mort tranquille en un complot complet. Que cela ait jamais vraiment été dit, de la manière sinistre que les gens répètent maintenant, est une question très différente. Les histoires comme celle-ci ont tendance à s'affûter un peu à chaque fois qu'elles sont racontées. Un avertissement comme celui-ci recolore tout ce qui l'a précédé. Cela suggère qu'il savait, d'une manière ou d'une autre, que quelque chose venait vers lui. Cela suggère qu'il avait créé des ennemis ayant une véritable portée et une véritable intention. Les artistes qui s'expriment librement ont tendance à accumuler des ennemis, comme d'autres accumulent des fans. Et Pimp C était aussi franc que quiconque dans le secteur. Donc l'avertissement s'ajustait parfaitement au personnage que les gens croyaient déjà qu'il était. Mais faire cadrer une histoire n'est pas la même chose que la prouver. Dans une mort sans confession, sans arrestation et sans preuve irréfutable, ce sentiment ordonné d'ajustement est tout ce que les croyants ont jamais vraiment eu à tenir. Maintenant, ajoute le calendrier, car la date elle-même est devenue une preuve pour certains. Pimp C est mort le 4 décembre. Cette même date se trouve être l'anniversaire de Jay-Z. Pimp C avait travaillé avec Jay-Z sur le succès retentissant Big Pimpin'. Pour les croyants à la recherche de signaux, mourir à cette date exacte semblait moins dû au hasard et plus comme un message envoyé. Il n'y a aucune preuve liant la date à un quelconque complot contre lui. Mais la coïncidence, surtout une frappante, est le sol fertile dans lequel ces théories prennent racine et se développent. Ensuite,
il y a le nombre lui-même. Il avait 33 ans quand il est mort. Dans certains cercles, cet âge spécifique porte une signification chargée, liée au symbolisme rituel et à une liste d'autres décès précoces célèbres. Les croyants empilent les pièces dans une tour. La date de l'anniversaire d'un rival, l'âge de 33, l'effondrement soudain au moment culminant de son retour. Chaque élément seul ne signifie presque rien. Alignés ensemble, ils commencent à ressembler à un modèle délibéré. Les modèles comme celui-ci sont profondément séduisants pour l'esprit humain. Nous sommes construits pour les chercher, et nous les cherchons le plus dur au moment du deuil. Cet instinct est une énorme partie de la raison pour laquelle cette affaire ne meurt jamais. Sous tous les indices mineurs se trouve la théorie la plus bruyante de toutes. L'affirmation que Pimp C est mort spécifiquement parce qu'il en savait trop. Il avait l'habitude bien méritée de dire à haute voix ce que d'autres artistes ne feraient que murmurer en privé. Il a dénoncé les pratiques déloyales des labels. Il a nommé des artistes spécifiques et les a visés directement sans hésiter. Il a dit des choses sur disque que d'autres rappeurs ne murmuraient qu'en coulisses. Un homme qui parle comme ça, selon la théorie, finit par devenir un vrai problème pour les gens puissants. Et les problèmes de cette taille, dans cette version, ont tendance à être résolus tranquillement et définitivement. Son bilan réel a rendu la théorie facile à vendre. Il a visé directement des personnages puissants, sur disque et en entrevue, et il a refusé de se rétracter sur rien. Il n'a pas adouci ses paroles pour protéger un chèque. Il traitait le respect comme quelque chose qu'une personne devait lui gagner, pas quelque chose automatiquement dû à quelqu'un simplement parce qu'il avait un grand nom et un plus grand budget. Cette position lui a valu une base de fans férocement loyale. Elle lui a aussi valu un flux constant d'ennemis. Alors, quand il est mort juste à son apogée commercial, cette franchise s'est instantanément convertie en mobile dans l'esprit des gens. Dans leur version, il a trop parlé et trop fort, puis il a soudainement et commodément disparu. À partir de cette fondation, la théorie prend des dents. Certains lignent sa mort au rituel de l'industrie, à des mains secrètes se déplaçant derrière le rideau, à une machine qui enlève tranquillement quiconque menace son pouvoir ou ses secrets. Dans cette version, il n'était pas simplement un homme qui s'était trop appuyé sur un sirop contre la toux légale pendant trop d'années. Il était un sacrifice, un message, réduit au silence par des forces qui ne se montrent jamais publiquement. C'est une énorme affirmation à faire. Et elle repose presque entièrement sur des anecdotes, sur un timing étrange et sur une description imbibée de sang d'une pièce. Elle ne repose sur aucune preuve médico-légale vérifiée. Et voici le mur que chacune de ces théories finit par heurter. Malgré tout le sang, les bougies et les noms chuchotés, personne n'a jamais été arrêté. Aucun suspect n'a jamais été inculpé. Aucune affaire contre une seule personne n'a jamais été ouverte. D'un côté se trouvaient les bougies, l'étranger, l'avertissement, la date, le nombre, et une pièce décrite comme une scène de crime. De l'autre se trouvait un silence des autorités qui n'a jamais éclaté en accusation. La réponse officielle complète était encore des mois loin quand il a été enterré. Quand elle est finalement venue, elle n'aurait remis à personne le tueur dont ils étaient certains qu'il était là. Elle dirait quelque chose de plus étrange et plus tranquille que ce que la rue n'attendait. Les deux côtés se sont retranchés depuis. Alors en lequel faites-vous vraiment confiance? La pièce telle que sa famille en deuil l'a décrite, ou le rapport qui n'a trouvé aucune main violente sur son corps? Vous ne pouvez vraiment pas régler cette question à partir de la mort seule. Pour arriver près d'une réponse, vous devez d'abord comprendre comment il a même atteint ce lit. Pas les tubes, le combat, les années qu'il a passées enfermé dans une prison au Texas et le mouvement qui s'est levé à l'extérieur pour le libérer. Parce que la raison pour laquelle sa mort semblait être un coup ciblé est complètement enchevêtrée avec la guerre qu'il venait de terminer en gagnant. Pour le voir clairement, revenez au jour où la porte de la cellule s'est d'abord claquée derrière lui. Libérer Pimp C et le comeback que personne n'a vu venir. Revenons à l'année 2000. Pimp C était au sommet de son succès grâce au succès jumeau de Big Pimpin' et Sippin' on Some Syrup, plus grand qu'il ne l'avait jamais été. Puis, une simple dispute dans un centre commercial a changé toute la direction de sa vie. Lors de cette dispute, selon l'affaire, il a sorti un pistolet. Il a été arrêté et accusé d'agression aggravée, un crime grave qui menaçait une véritable peine de prison. Au Texas, une telle accusation n'est pas quelque chose qu'un juge écarte simplement. Son propre récit était bien plus limité que ce que l'accusation suggérait. Il a dit qu'il n'avait jamais tiré avec l'arme et n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à quiconque. Il a insisté sur le fait qu'il avait seulement montré le pistolet pour arrêter la dispute et s'en aller. L'affaire n'a jamais mené à un long procès dramatique. À la place, Pimp C a plaidé non contestable. Ce plaidoyer permettait à la cour de le traiter comme coupable et de passer à la sentence sans qu'il conteste l'accusation de front. Le premier résultat semblait entièrement acceptable pour un artiste travaillant. Il a reçu une probation plutôt qu'une cellule de prison. C'était une véritable deuxième chance, un moyen de rester libre tant qu'il respectait un ensemble strict de règles.
La probation semble toujours être la voie facile. En pratique, ce n'est pas le cas. C'est une longue liste de demandes spécifiques, de contrôles et de restrictions. Et chaque élément de cette liste est une trappe cachée qui vous attend sous vos pieds. Manquer assez d'entre eux et tout l'accord initial peut disparaître en un instant. Peu de temps après, il a commencé à manquer ses demandes. Les rapports judiciaires indiquent qu'il n'a pas signalé comme prévu à son agent de probation. Il a également manqué ses heures obligatoires de service communautaire. De plus, il a échoué au test de dépistage de drogue, testant positif à la marijuana plus d'une fois. Chaque faux pas, aussi mineur qu'il puisse sembler sur le moment, était comptabilisé comme une violation officielle dans le dossier. Dans la rue, des infractions comme celle-ci semblent presque triviales. Dans une salle d'audience, elles s'accumulent rapidement en un schéma indéniable de non-conformité. Et il y avait un juge qui regardait silencieusement ce schéma grandir, mois après mois. Les juges pardonnent rarement à un défendeur qui semble traiter leur clémence comme facultative. En août 2002, la trappe a finalement cédé sous lui. La Cour a révoqué sa probation dans son intégralité et prononcé une sentence de 8 ans dans le système pénitentiaire du Texas. 8 années complètes. Pour un homme dont l'affaire sous-jacente était née d'une dispute dans un centre commercial où, selon son récit, aucun coup n'avait jamais été tiré, et personne n'avait jamais été physiquement blessé. L'ampleur même de ce chiffre a choqué ses fans dans tout le pays. Cela semblait totalement disproportionné, bien plus lourd que l'incident initial qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements. Pour un premier vrai faux pas, cela semblait à beaucoup comme si tout l'arsenal juridique était jeté contre lui. Ce profond sentiment de déséquilibre est rapidement devenu partie de son histoire publique. Les partisans voyaient un artiste noir d'une petite ville du Texas écrasé sous une sentence qui semblait le punir autant pour qui il était que pour ce qu'il avait fait. Beaucoup d'entre eux voyaient un système qui se saisissait, presque avec empressement, de n'importe quelle raison technique pour enfermer une figure rebelle. Que cette lecture soit juste ou non, elle s'est propagée avec une vitesse stupéfiante à travers la culture. En ce faisant, il a transformé une simple violation de probation en quelque chose de bien plus grand et plus symbolique. C'est devenu une cause. Et toute vraie cause a besoin d'un cri de ralliement pour avancer. Il est entré pour purger sa peine dans le système pénitentiaire du Texas, détenu dans des établissements incluant l'unité Terrell. Au moment où ses portes se sont fermées, son élan de carrière durement gagné s'est arrêté net. Il construisait régulièrement sa route vers une grande célébrité. Maintenant, il était réduit à un numéro sur un registre pénitentiaire, complètement coupé des studios, des scènes et de la machinerie qui fait fonctionner une carrière de rappeur. En musique, même 2 ans d'absence peuvent sembler une éternité, et il en affrontait bien plus. Pour presque n'importe quel autre artiste, c'est précisément là que l'histoire s'arrête. La scène continue sans vous, et la cellule efface lentement votre nom de la mémoire. Pour Pimp C, quelque chose de presque l'opposé s'est produit. Tandis qu'il était enfermé, incapable de sortir une seule note de musique, son nom grandissait d'une certaine manière à l'extérieur. Les fans et les artistes confrères ont catégoriquement refusé de le laisser s'effacer. Ils se sont organisés autour de lui. Ce refus s'est cristallisé en un cri de ralliement imprimé sur des t-shirts et crié dans des couplets à travers le pays. 2 mots simples. Free Pimp C. C'est apparu partout où vous regardiez. Au concert, sur les mixtapes, dans les interviews de magazines. Un homme enfermé dans une cellule au Texas était devenu un slogan imprimé sur des milliers de poitrines qu'il ne verrait jamais. Les animateurs radio prononçaient les paroles à l'antenne et les rappeurs les gravaient sur les couvertures d'albums. Free Pimp C a bien dépassé un simple slogan du moment. C'est devenu des shout-outs lâchés dans des disques, des pancartes levées au spectacle et un bourdonnement constant qui maintenait son nom en rotation intensive, tandis qu'il restait complètement silencieux. Des artistes qu'il avait à peine rencontrés l'arboraient quand même et le représentaient. Afficher ces paroles signifiait que vous vous teniez avec l'authentique, avec le Sud et avec le rebelle défiant contre la machine. Ainsi, la peine de 8 ans, conçue pour le ranger et le réduire au silence, a fini par faire exactement le contraire. Elle l'a tranquillement transformé en un symbole que n'importe qui pouvait porter sur son corps comme un badge. La raison pour laquelle le slogan a collé si fort venait de l'homme lui-même. Bien avant la prison, Pimp C avait toujours joué la carte de l'authenticité. C'était l'artiste qui simplement ne plierait pas face au label, aux tendances ou à la pression de l'industrie. La prison a alors scellé cette image dans le béton. Maintenant, il ne parlait pas simplement de tenir bon sur les principes dans une interview. Il payait physiquement ce principe en années de sa vie, enfermé loin de tout ce qu'il aimait. Aux yeux de la culture, il est devenu un martyr de l'acte sacré de rester authentique. Et un martyr qui finit par repasser les portes est une légende à part entière en attente de naître. Même de l'intérieur de ses murs, sa vie personnelle a continué d'avancer. En 2003, toujours incarcéré, Pimp C a épousé Shinara. Le mariage s'est déroulé derrière les barreaux de la prison, selon les conditions de l'État.
Un mariage célébré à l'intérieur d'une prison est un acte d'espoir étrange et obstiné. C'est une façon d'insister, contre les probabilités les plus sombres, qu'un avenir partagé vaut toujours la peine d'être construit et planifié. Les visites, les lettres et une cérémonie derrière le verre sont devenus la forme de leur mariage précoce. Elle est devenue son encre vivante au monde extérieur pendant ces années. Le lien que les deux ont forgé dans ce contexte impossible aurait une importance énorme à la fin de sa vie. Ce mariage n'était pas une note mineure dans son histoire. Shynara a pleinement endossé le rôle de partenaire, de protectrice, et, avec le temps, de gardienne de son entreprise et de ses affaires pendant son absence. Elle a appris l'industrie, les acteurs clés, l'argent et les pressions constantes qui accompagnaient son nom. Elle en vint à connaître le vrai homme qui vivait derrière le personnage de proxénète tapageur qu'il arborait en public. Des années plus tard, elle serait celle qui décrocherait le téléphone pour demander à quelqu'un d'aller vérifier une chambre d'hôtel silencieuse. Le mariage dans cette prison et cet ultime appel téléphonique désespéré sont les deux extrémités d'un même fil. En fin de compte, il n'a pas purgé les 8 années complètes. Après environ 4 ans d'incarcération, il a obtenu une libération conditionnelle et a été relâché. Il a franchi les portes en homme libre le 30 décembre 2005. Il a réintégré un monde qui avait passé des années à scandier son nom en son absence. Si quelque chose, la fin publique pour sa musique n'avait fait que s'intensifier pendant qu'il était parti et inaccessible. La plupart des hommes sortent de prison et entrent directement dans le silence et la lutte. Pimp C a quitté la prison et s'est retrouvé directement face à une foule qui attendait, qui était désespérée d'entendre tout ce qu'il ferait ensuite. Très peu d'artistes reçoivent jamais un retour triomphal, chargé d'autant de pression et de promesses. Il n'a absolument pas perdu de temps pour se remettre au travail. Il a sorti du matériel solo presque immédiatement, y compris le projet Sweet James Jones Stories, publié sous l'un de ses autres pseudonymes. Est venue ensuite la déclaration solo plus importante, l'album Pimpalation, en 2006. Il a prouvé à tous les sceptiques que la longue interruption forcée n'avait rien fait pour émousser ses compétences ou sa fin. Il avait toujours la voix inconfondible, l'oreille musicale affûtée et le charisme qui l'avait rendu célèbre. Les années enfermées n'avaient pas effacé l'artiste du tout. Il en est sorti en ayant l'air plus affamé, pas plus mou. Si quelque chose, ils avaient affûté la légende autour de lui. Pimpalation l'avait fermement replanta dans la conversation nationale en tant que force solo à part entière. Il ne se contentait pas de surfer sur la bienveillance que le mouvement Free Pimp C avait construite. Il livrait activement de la nouvelle musique. Le martyr avait réussi à se reconvertir en artiste travaillant et classé avec un public nombreux et affamé qui attendait chacun de ses mouvements. Le retour était réel, et il gagnait de la vitesse mois après mois. Mais le succès en solo, aussi agréable qu'il soit, n'a jamais été vraiment l'essence de qui il était. L'histoire réelle, celle que les fans convoitaient vraiment, nécessitait son autre moitié de nouveau à ses côtés. UGK a toujours été un duo, et un duo a besoin des deux voix pour être complet. La réunion que toute la base de fans convoitait signifiait Pimp C se tenant de nouveau aux côtés de Bun B. Les deux avaient construit le groupe de rien à Port Arthur, échangeant des couplets et façonnant un son qui ne fonctionnait vraiment que lorsque tous les deux étaient présents. Un roi seul n'était jamais la image complète. Le retour pointait donc naturellement vers une cible spécifique. Un tout nouvel album UGK, le duo complètement réuni, et le son trill qu'ils avaient inventé enfin restauré à sa juste place. Les fans avaient attendu des années juste pour entendre les deux voix partager une seule piste à nouveau. En août 2007, cette cible a été atteinte de plein fouet. Le double album éponyme Underground Kings est arrivé en magasin. Il a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard 200. Numéro 1 dans tout le pays. Pour un duo du Sud qui avait passé bien plus d'une décennie à moudre comme des outsiders et des indépendants, cette position au classement était l'apogée absolue de leur carrière. Ce même homme qui n'avait été rien d'autre qu'un slogan de prison sur un t-shirt, 2 courtes années plus tôt, était maintenant en haut du classement national des albums. L'arc semblait à peine réel. Attardez-vous sur ce tournant, juste un moment de plus. Un slogan de prison en 2005. Un artiste d'enregistrement en tête des classements en 2007. 2 ans d'écart, 2 mondes complètement opposés. Le mouvement Free Pimp C avait finalement atteint sa fin, et contre toute attente, c'était une fin heureuse. Le martyr était rentré à la maison, avait fait le travail, et avait remporté tout ce pour quoi il s'était battu. Il ne vivait pas comme un homme près de la fin de son histoire. Il vivait comme un homme qui avait, enfin, véritablement atteint le lieu où il était destiné à être. Les semaines entourant cet album numéro 1 étaient chargées et impitoyables. Il enregistrait de nouvelles compositions, accomplissait ses obligations médiatiques et ramenait le son restauré d'UGK sur la route devant des foules en direct. Ce travail constant est ce qui l'a porté à Los Angeles dans les premiers jours de décembre. Des séances de studio étaient réservées,
Un spectacle local avait été joué et un vol de retour au Texas l'attendait au calendrier. Il était très demandé et en mouvement, un homme avec un emploi du temps chargé et une famille qui l'attendait. Et puis, dans ces derniers jours, une autre chose s'est produite qui importerait plus que quiconque ne le savait. Quelques jours avant sa mort, Pimp C et Bun B se sont assis pour une conversation privée et douloureusement honnête. Les deux se sont réconciliés après des années de frictions silencieuses et enfouies. Bun B a parlé ouvertement depuis sur la façon dont ils ont vidé des vieilles rancunes et ont finalement complètement clarifié les choses. Deux frères qui s'étaient éloignés, s'asseyant et se remettant pleinement en ordre l'un avec l'autre enfin. C'était exactement le genre de conversation qu'une personne ne comprend le poids que bien trop tard. Bun B a eu la chance de faire la paix avec son frère. Et puis, presque immédiatement, il l'a perdu pour de bon. C'est la pure cruauté enfouie dans le timing de tout cela. La paix enfin faite avec son partenaire, le classement national conquis, une famille qui l'attendait à la maison, et puis le silence de cette pièce au Mondrian. Pour comprendre pourquoi son corps a cédé si facilement cette nuit-là, et pourquoi le sirop semblait le posséder si complètement, vous ne pouvez pas commencer votre recherche dans cet hôtel. Vous devez remonter au jour de sa naissance. Parce que Chad Butler se battait simplement pour rester en vie bien avant que toute cette célébrité ou tragédie n'arrive. Il est venu au monde beaucoup trop tôt et beaucoup trop fragile, et cette fragilité ne l'a jamais quitté. Chad Lamont Butler est né le 29 décembre 1973, à Crowley, Louisiane. Sa famille a bientôt franchi la ligne d'État et s'est établie quelque part de nouveau et déterminant. Il a grandi à Port Arthur, au Texas, une petite ville de raffinage assise sur le bord humide de la côte du Golfe. C'était un endroit de la classe ouvrière, dur et facile à oublier pour le reste du monde. Cette ville façonnerait finalement à la fois son son et le personnage attaché à son nom. Mais d'abord, avant tout cela, Port Arthur devait simplement le tenir en vie. Et les probabilités n'étaient pas bonnes pour lui au tout début. Les médecins de cette époque donnaient aux bébés comme lui des probabilités prudentes et réservées. Il est arrivé au monde trop tôt. Pimp C est né prématurément. Un nourrisson fragile se battant pour la survie. Dès sa première respiration hors de l'utérus. Les bébés prématurés à cette époque faisaient face à des probabilités véritablement longues. Des poumons sous-développés, des systèmes internes faibles, et une route difficile et incertaine, juste pour atteindre une taille et une force normale. Beaucoup ne l'ont pas traversé du tout. Il a réussi à passer cette bataille d'ouverture. Mais son corps continuerait à lui envoyer tranquillement la facture pour ce début précoce et fragile. Pour le reste de sa vie, sous une forme ou une autre. Son dossier médical s'est épaissi presque chaque année de son enfance. Ses jambes ne s'étaient pas développées correctement. Enfant, il avait besoin d'appareils orthopédiques pour corriger de véritables problèmes structurels, avec eux avant de pouvoir se déplacer normalement. Les appareils orthopédiques à cet âge signifiaient une restriction, des regards curieux des autres enfants et un processus lent et patient de correction. Voilà un garçon qui apprenait à marcher tout attaché dans du métal et du cuir rigide. Les enfants peuvent être cruels au sujet des appareils orthopédiques, et il les a portés tôt et longtemps. Il a également vaincu ce défi avec le temps. Il a appris à marcher, puis à se pavaner, et finalement à commander des scènes entières par sa présence. Mais le modèle de l'enfant fragile combattant son propre corps était déjà fermement établi. Ses poumons, en particulier, étaient un point faible persiste. Il a souffert de crises fréquentes de pneumonie en grandissant, la maladie s'installant profondément dans sa poitrine, encore et encore. La pneumonie est, à la base, une maladie de la respiration. Et pour un garçon qui était déjà né prématurément, avec des poumons sous-développés, chaque crise comportait un danger très réel et présent. Tenez fermement cette fact spécifique alors que l'histoire avance. Sa respiration était fragile dès le tout début. Cela semble être une petite note d'enfance maintenant. Elle devient le centre entier de l'histoire avant la fin. Chaque respiration qu'il prenait enfant était déjà un petit combat tranquille. La liste des maux ne s'arrêtait pas là. Il avait aussi des problèmes digestifs et une mauvaise vue. Sa vision si faible qu'elle frôlait inconfortablement la véritable cécité. C'était un enfant dont le corps semblait trouver une toute nouvelle façon de le décevoir presque chaque année. Ses jambes, puis ses poumons, puis son ventre, puis ses yeux. Une bataille s'enchaînait directement dans la suivante. Par n'importe quelle mesure raisonnable, tout cela aurait dû produire un enfant tranquille, prudent et surprotégé. Au lieu de cela, cela a produit l'exact opposé. Bruyant, audacieux, défiant et complètement impossible à ignorer dans n'importe quelle pièce. Le don, quand il a fait son apparition, s'est montré tôt et s'est montré fort. Pimp C était profondément talentueux, musicalement enfant, attiré par les instruments avant que la plupart des enfants ne sachent même lire une partition. Et il n'a pas simplement esquissé les contours de la chose. Il a appris à jouer à l'oreille, entendu une partie quelque part, puis la trouvait directement, de ses propres mains, sans le son formel nécessaire.
Un enfant malade qui pouvait à peine voir avait transformé le monde du son en son propre territoire privé. Tout ce que son corps défaillant lui enlevait, son oreille remarquable le lui redonnait tranquillement. Il pouvait entendre une mélodie une seule fois, puis atteindre directement les touches qui l'accompagnaient. Cette formation précoce de l'oreille l'a distingué de la plupart de ses pairs pour de bon. Il s'est développé en un véritable musicien, quelqu'un qui comprenait les notes, les clés et l'architecture réelle de la façon dont une piste est construite de bas en haut. C'est exactement pourquoi ses productions ultérieures portaient cette chaleur, cette vitalité, cette sensation de jeu manuel. Il arrangeait de la vraie musique derrière ses beats, pas seulement empiler des boucles sur un écran et espérer. Alors, quand il a finalement façonné le son de toute une région, il l'a fait en tant qu'artisan formé, plutôt que simple amateur chanceux. Le enfant malade et presque aveugle de Port Arthur était devenu tranquillement un architecte. Port Arthur lui-même a fourni tout ce que la musique seule ne pouvait pas. C'était une ville de la côte du Golfe avec des raffineries, de la chaleur et de la ténacité. Un endroit dur pour ses habitants et largement oublié par tous les autres. Les endroits construits comme ça ont tendance à engendrer une fierté permanente chez les gens qui les quittent. On apprend tôt qu'il faut vous annoncer bruyamment parce que personne ne viendra jamais vous découvrir. Cette faim d'être entendu a plus tard saigné dans chaque disque qu'il ait jamais fait. Il a tout absorbé directement dans ses os. La fierté obstinée, la ténacité brute, le refus catégorique de jamais être rabaissé par quiconque. Chaque parcelle de cela s'est finalement versée directement dans la musique. En 1987, le groupe qui le définirait est finalement né. Pimp C s'est allié avec un autre jeune rappeur de Port Arthur, nommé Bernard Freeman, bien mieux connu du monde sous le nom de Bun B. Ensemble, les deux sont devenus UGK, les Underground Kings. Pimp C a géré la majorité du travail de production derrière les platines et a échangé des versets acérés avec Bun au micro. Rétrospectivement, l'appairage ressemble à un destin qui s'enclenche parfaitement. Au départ réel, cependant, ce n'était rien de lisse ou d'évident entre eux. Rien à leur première rencontre n'a laissé présager ce qu'ils deviendraient. Voici la partie qui prend presque tout le monde de court. À ses tout premiers jours, les deux ne s'aimaient pas beaucoup l'un l'autre. Bun B a raconté cette histoire surprenante lui-même dans des interviews. C'étaient deux personnalités fortes et obstinées sortant de la même petite ville, se tournant autour avec méfiance, avant de véritablement se connecter. La chimie transparente qui les a définis par la suite était quelque chose qu'ils devaient construire à la main au fil du temps. Et de cette friction initiale a grandi l'un des partenariats les plus étroits de l'histoire du rap. Les très frères qui se sont réconciliés si tendrement à la fin avaient autrefois été des quasi-étrangers qui ont véritablement clashé au début. Ils ont fait ensemble le long travail Un Glamour. UGK a sorti une série de projets indépendants et construit une base de fans dévoués dans le Texas, avant que n'importe quel grand label ne décroche un téléphone pour les appeler. Ils ont vendu leur son de la manière difficile, depuis les coffres de voitures et main à main dans la rue, un seul fan à la fois. Cette base précoce était férocement loyale, précisément parce que chaque once de celle-ci avait été gagnée personnellement. C'est la façon la plus lente et la plus honnête qu'un groupe puisse jamais grandir. Ce début clandestin, de rien, est exactement la raison pour laquelle le nom du groupe leur convenait si parfaitement. Ils étaient des rois, oui, mais ils étaient des rois du clandestin bien avant que quiconque au-dessus remarque. Finalement, l'industrie plus large ne pouvait plus les ignorer. UGK a signé un contrat avec Jive Records et a sorti leur album de début, Too Hard to Swallow, en 1992. L'album Super Tight a suivi en 1994, affûtant considérablement leur identité et leurs arêtes. À chaque sortie, le son devenait plus dur, plus dense et plus distinctement le leur. Chaque album semblait leur enseigner un peu plus sur qui ils étaient vraiment. Ils n'étaient plus seulement un secret bien gardé du Texas. Ils étaient maintenant un groupe du Sud, visiblement montant dans les rangs. Un disque solide à la fois, selon leurs propres termes intraitables. Puis est venu l'album qui a changé la trajectoire de tout. Ridin' Dirty a débarqué en 1996 et est devenu leur véritable percée commerciale et critique à l'échelle nationale. Il a frappé dur les charts et a cimenté leur réputation pour de bon parmi ceux qui comptaient. Le rap du Sud, si souvent rejeté par les côtes, avait soudainement un nouveau porte-étendard sérieux vers lequel pointer. Le son Trill avait maintenant un disque phare pour le représenter au monde, et les empreintes de production de Pimp C étaient pressées partout dans chaque coin de celui-ci. Leur style avait à la fois un nom et une sensation reconnaissable. Trill, une fusion des mots true et réal, signifiait livrer l'honnêteté brute et sans détour, sur une musique fluide, soulful et intentionnellement ralentie. Les beats de Pimp C s'inspiraient lourdement du son Chopped and Screwed sortant de Houston, épais, sirupeux et hypnotique dans son rythme. Sa voix nette et reconnaissable coupait clairement à travers tout cela.
Cette combinaison spécifique est devenue le plan directeur pour toute une région du rap. D'innombrables artistes qui sont venus après construiraient des carrières entières, sur la fondation que UGK avait tranquillement versée en premier. On peut toujours entendre leur modèle en dessous de beaucoup de rap du Sud aujourd'hui. La gloire nationale, quand elle est enfin arrivée, est venue par une apparition en tant qu'invité. En 1999, UGK a rejoint Jay-Z sur le single à succès Big Pimpin', montant sur la plus grande scène de leur vie. La chanson est devenue un énorme succès crossover et a mis l'accent traînant épais du Texas de Pimp C devant tout le pays à la fois. Soudainement, le roi du clandestin tournait sur la radio pop grand public dans tout le pays. Cela a servi de preuve vivante que le son pouvait réellement voyager bien au-delà du Sud. Toute cette région de la carte n'était plus une histoire secondaire du rap. C'était devenu l'événement principal. L'année suivante a scellé son image publique pour de bon. En 2000, UGK s'est associé à 3 6 Mafia sur le morceau Sippin' on Some Syrup. Et la culture n'a jamais tout à fait eu la même apparence après cela. La chanson était une ode ouverte au lean, le sirop pour la toux à base de codéine mélangé à une boisson lente et sucrée. Plus que n'importe quel single avant lui, cette chanson a propulsé l'habitude squarement dans le courant dominant. Avec cela, Pimp C est devenu l'un des visages les plus définissants du sirop lui-même. Il a chanté le rituel ouvertement et avec amour, et une énorme tranche de la culture a joyeusement bu à ses côtés. La chanson a donné l'impression que l'habitude était moins un risque et plus un badge. Ce sirop venait enveloppé dans un monde entier et une esthétique qui lui était propre. À Houston en particulier, le lean était lourdement romantisé, étroitement lié au rythme lent, au gobelet en mousse et à un high décontracté et flottant. Il était versé librement aux fêtes et loué sans fin sur les disques dans toute la région. Habillé de cette façon, il ressemblait en tout point à un amusement inoffensif qui s'agitait à l'intérieur de ses tasses violettes. C'était loin d'être inoffensif. Et la même scène qui passait ses journées à célébrer le sirop était sur le point de commencer à enterrer certains de ses propres gens à cause de cela. Les dégâts ont commencé à arriver avec un timing brutal. En 2000, la figure influente de Houston DJ Screw est mort, et de nombreux observateurs ont directement lié sa mort au mode de vie du lean qu'il avait contribué à populariser. D'autres dans et autour de cette même scène l'ont suivi dans les années qui ont suivi, y compris le rappeur de Houston Big Mo. Le sirop sucré accumulait silencieusement un bilan très réel et croissant. Et pourtant, la scène a largement continué à chanter ses louanges de toute façon. Pimp C est resté l'une de ses voix les plus fortes et les plus visibles, même alors que les avertissements et les funérailles continuaient de s'accumuler autour de lui. Maintenant, portait chaque parcelle de cette fragilité enfantine dans son corps adulte. Le bébé prématuré, la pneumonie répétée, les poumons affaiblis, rien de tout cela ne l'a jamais vraiment quitté pour de bon. En tant qu'adulte, Pimp C a vécu avec l'apnée du sommeil, une condition qui fait qu'une personne cesse de respirer encore et encore pendant son sommeil, parfois de nombreuses fois par heure. En soi, en isolation, l'apnée du sommeil est courante et très gérable avec des soins appropriés. Placé juste à côté du sirop sédatif qu'il aimait et utilisait, cela s'est tranquillement transformé en une arme chargée, attendant de tirer. Ces deux choses n'avaient pas à partager la même pièce. Maintenant, vous avez enfin le tableau complet de l'homme allongé dans ce lit. Un corps qui était fragile depuis la naissance. Un poison chimique sucré vendu à lui et à toute sa génération comme un mode de vie. Et une condition cachée qui lui volait son souffle chaque nuit où il dormait. La pièce pleine de sang, de bougies consumées et d'ombres menaçantes n'avait exactement plus qu'une seule histoire concurrente, et il était assis tranquillement dans un laboratoire à Los Angeles. En février 2008, le coroner était enfin prêt à parler. Ce que ce rapport dirait ne correspondait pas à la légende noire qui grandissait autour de lui. C'était plus calme que la légende, et à certains égards, c'était beaucoup plus lourd. Et cela répondrait enfin, à long terme, à la question que tout le monde se posait. Ce qui l'a vraiment tué. En février 2008, l'attente longue a enfin pris fin. Le coroner du comté de Los Angeles a officiellement publié ses conclusions officielles sur la mort de Pimp C. La décision s'est réduite à un seul mot, et il s'est abattu sur l'affaire comme une pierre lourde. Accidentel. Pas un homicide, pas un suicide, mais un accident. Pas de meurtre, pas de main cachée, tirant les ficelles de l'ombre. Au lieu de cela, une cause assemblée entièrement à partir de son propre corps et de la bouteille à côté de son lit, sans aucune balle dans l'équation. La conclusion a fermé un dossier que le public refuserait de fermer. Le rapport nommait deux choses distinctes qui avaient travaillé ensemble de manière fatale. La première était la prométhazine et la codéine, les deux drogues actives du sirop contre la toux, sur ordonnance trouvée dans son système. La seconde était son apnée du sommeil, le même trouble respiratoire qu'il avait porté tranquillement depuis son enfance fragile jusqu'à l'âge adulte. Aucun facteur, en lui-même, n'a été étiqueté comme la seule cause du décès.
C'étaient précisément les deux ensemble, se heurtant à l'intérieur d'un corps endormi et vulnérable, qui s'est avéré fatal. Seul, chacun était survivable. Ensemble, ce n'était pas le cas. Les niveaux de drogue eux-mêmes importent énormément, car ils contredisent directement les théories les plus bruyantes. Le médicament dans son système a été décrit comme élevé, mais pas une surdose autonome massive. Ce n'était pas l'image d'un homme qui avait bu un seul océan létal de sirop en une seule nuit. En soi, la quantité de sirop impliquée n'aurait peut-être pas tué une personne autrement en bonne santé du tout. Cette même nuance est exactement ce qui a alimenté les cris de dissimulation. Si les niveaux de drogue n'étaient pas extrêmement élevés et évidemment mortels, les sceptiques l'exigeaient, alors qu'est-ce qu'il avait vraiment tué? Le rapport, en fait, avait une réponse précise. Ce n'était jamais une question de quantité de sirop. C'était une question du corps qui le buvait. Voici le mécanisme réel, et c'est le moment où toute sa vie fragile arrive à échéance à la fois. La codéine est un opioïde. Comme tous les opioïdes, elle ralentit les systèmes du corps, et cela inclut de manière critique la respiration. L'apnée du sommeil lance sa propre attaque séparée contre la respiration, fermant à plusieurs reprises les voies respiratoires encore et encore tout au long de la nuit pendant que la personne dort. Maintenant, mettez un puissant suppresseur de respiration dans un corps qui arrête déjà de respirer de lui-même plusieurs fois chaque nuit. Les deux effets s'empilent directement l'un sur l'autre et éventuellement les voies respiratoires ne se rétablissent simplement jamais. La respiration ralentit, puis s'arrête, et le dormeur ne sent jamais le moment où cela se produit. Ce mécanisme est exactement pourquoi la scène ne semblait rien au premier coup d'œil. Il n'y avait pas d'agresseur dans la pièce. Il n'y avait donc pas de blessure sur le corps. Il a simplement cessé de respirer là où il gisait, dans le lit. Cela s'est passé tranquillement, dans son sommeil, précisément de la manière que le coroner a expliqué que les décès par apnée du sommeil se produisent souvent. Pas de bruit, pas de lutte visible, pas de cri désespéré à l'aide que quiconque aurait pu entendre. Le lit fait et la posture apparemment paisible que certains s'attendaient à trouver correspondaient parfaitement à l'explication médicale. L'horreur pure captée dans le récit de la famille avait ses racines dans quelque chose d'entièrement différent. Séparer les trois bouteilles une à une. La bouteille à moitié vide et partiellement non étiquetée était son penchant. Le sirop même dont il avait parlé ouvertement pendant pratiquement une décennie. Elle ne portait pas d'étiquette de pharmacie appropriée, car ce n'était pas une ordonnance fraîche et conforme, remplie cette semaine-là. C'était l'approvisionnement de travail continu d'un homme qui utilisait le médicament régulièrement et constamment. Les gens qui ont un penchant quotidien ne gardent rarement leur sirop dans une bouteille nette et fraîchement imprimée. Pour les croyants en quête d'un crime, une bouteille non étiquetée semblait être une preuve claire de manipulation ou de mise en scène. Pour le coroner examinant le corps, c'était simplement la source évidente des drogues mesurées dans son sang. Les deux autres bouteilles dans la pièce étaient entièrement ordinaires. C'étaient des ordonnances correctement étiquetées, le médicament routinier et quotidien d'un homme qui vivait véritablement avec de véritables problèmes de santé chronique. Rien dans ces deux bouteilles ne suggérait un complot quelconque. Si quelque chose, elles pointaient tout droit vers un corps qui avait besoin d'une gestion constante et non vers une scène de crime soigneusement mise en scène autour d'un cadavre. 3 bouteilles, et ensemble, elles racontaient une histoire cohérente. Un homme chroniquement malade, s'automédiquant discrètement dans une chambre d'hôtel, qui s'est couché pour dormir une nuit et s'est simplement réveillé. C'est une façon ordinaire et terrible pour un corps fragile de s'éteindre. Maintenant, le sang. Le détail unique qui a lancé 1000 théories et refuse de disparaître. La vérité simple est qu'un corps sans blessure externe peut néanmoins saigner abondamment de l'intérieur. L'utilisation prolongée et lourde de codéine combinée à une maladie sous-jacente grave peut déclencher des vomissements violents, et ces vomissements peuvent absolument faire remonter du sang. Si c'est ce qui s'est passé, alors le sang dans cette pièce était tragiquement le sien. C'est une image sombre et douloureuse à garder en tête. Mais ce n'est catégoriquement pas une fusillade. La scène qui ressemblait tant à un meurtre peut en fait avoir été l'épave d'un corps qui s'éteint. La scène elle-même était réelle. L'interprétation de cette scène était erronée. Les bougies brûlées disparaissent exactement de la même manière. Un homme qui laisse des bougies allumées puis meurt dans son sommeil se trouvera bien sûr finalement couché à côté de rien d'autre que de la cire dépensée et durcie. Cela peut bien signifier qu'il est mort plusieurs heures avant que quelqu'un ne le découvre, seul dans cette pièce pendant la nuit. Ce fait est vraiment déchirant à contempler. Ce n'est cependant pas la preuve d'un tueur. Une vérification du bien-être qui est arrivée tard explique nettement l'ensemble du retard. Avoir un moment de décès incertain est extrêmement courant dans des cas comme celui-ci. Cela ne nécessite ni n'implique une deuxième personne vivante dans cette pièce. Une mort tranquille peut quand même ressembler à un désastre pour celui qui finalement la découvre. Et que dire de l'étranger qui rôde, de la figure qu'Edgar appelait Buddy? Le fait simple est que personne n'a jamais été accusé. Aucune preuve n'a jamais lié une telle personne à un crime commis contre Pimp C.
Le récit lui-même a émergé dans des entretiens enregistrés des années après les faits, filtrés à travers le brouillard du deuil profond et de la mémoire imparfaite. C'est précisément ainsi que le folklore prend forme, et non comment les affaires criminelles se construisent réellement. Un nom évanescent lâché dans une vidéo en ligne est une chose véritablement puissante. C'est aussi se tenant entièrement sur ses propres pieds, complètement vide. Les enquêteurs n'ont rien trouvé à poursuivre et rien à inculper. La date chargée et le nombre chargé se dissolvent tout aussi rapidement sous n'importe quel vrai examen. Le 4 décembre tombant sur l'anniversaire de Jay-Z est une coïncidence, et rien de plus significatif que cela. Mourir à l'âge de 33 ans n'a du poids que si vous avez déjà décidé de chercher des signes cachés. L'esprit en deuil trouve des motifs partout, même dans les endroits où il n'en existe pas réellement. Chaque mort soudaine d'un artiste célèbre subit exactement ce même jeu de nombres après coup. Cela semble puissamment comme du sang s'enfouit. En réalité, c'est surtout juste des mathématiques assemblées après coup pour correspondre à une sensation. Les signes n'apparaissent qu'une fois que vous avez déjà décidé ce que vous voulez voir. La plus grande théorie de toutes exige la plus grande honnêteté en réponse. L'idée qu'il a été délibérément réduit au silence pour en savoir trop n'a absolument aucun appui médico-légal whatsoever. Elle a grandi, et grandi rapidement, précisément parce qu'il était si franc, et parce que perdre un homme franc semble toujours exiger une raison plus grande et plus grandiose. Un motif prévisible de suspicion suit presque chaque mort de rap notable. Sa mort correspondait à ce motif familier presque trop parfaitement. Et cet ajustement presque parfait est exactement pourquoi la théorie mérite d'être tenue à un niveau de preuve plus élevé, et non pas plus bas et plus indulgent. Alors posez la légende brillante doucement, et regardez plutôt la vérité en face, car la vérité porte un poids réel de son propre chef. Pimp C n'a pas été supprimé par une main secrète opérant depuis une arrière-salle. Il a été pris à la place par une habitude qu'une culture entière avait passé des années à déguiser comme étant sans effort cool. Le sirop était la vraie arme dans cette pièce, et il n'a jamais eu besoin d'un tireur pour faire son travail. C'est, en fin de compte, une histoire bien plus difficile à avaler qu'un complot de meurtre propre. Cela signifie qu'il n'y a pas un seul méchant à arrêter et enfermer. Cela signifie, au lieu de cela, qu'un grand nombre de personnes sont chacune un peu responsables. Ce type de culpabilité partagée est bien plus difficile à accepter qu'un seul non coupable. Regardez attentivement toute la machine construite autour de cette habitude. Le lean a été commercialisé et vendu à toute une génération comme saveur, comme vibe, comme style de vie, versé amoureusement dans des chansons et des tasses, et loué d'innombrables scènes. Pimp C lui-même a aidé à construire cette image séduisante, et cette même image a à son tour aidé à construire le marché de la drogue. Il était tragiquement à la fois un vendeur et un client loyal de la même coolitude dangereuse. La scène a profité généreusement du son et de l'esthétique, tout en détournant discrètement le regard de la rangée croissante de funérailles. DJ Screw et Big Mo avaient déjà montré à tout le monde le vrai prix. Les avertissements étaient là, bien visibles, et les chansons continueraient à les noyer. La musique a simplement continué à lever la tasse quand même. Puis, finalement, il y a son propre corps, la seule partie de cela qu'il n'a jamais choisi pour lui-même. La naissance prématurée, les poumons ruinés, l'apnée du sommeil non traité. Tout cela l'a rendu uniquement et dangereusement fragile contre un downer comme la codéine. Un homme en meilleure santé, avec des poumons plus solides et pas d'apnée, aurait très bien pu survivre à cette même nuit dans cette même pièce. L'historique médical long de Pimp C simplement ne lui a jamais donné cette marge de sécurité. La chose qui l'a finalement tué était légale à l'intérieur d'une bouteille, romantique à l'intérieur d'une chanson, et tranquillement létale contre le seul corps spécifique et fragile dans lequel il était né à Crowley. C'est ça, quand on enlève tout le reste, qu'il a vraiment eu. Pas un rituel, pas une balle, juste un poison que la culture adorait ouvertement, rencontrant une condition que cette même culture a choisi d'ignorer. C'est une réponse bien plus triste qu'un complot meurtrier, et elle pointe silencieusement du doigt vers beaucoup plus de gens. Il n'y a pas un seul méchant à nommer, seulement une scène entière, une habitude entière, et un homme fragile pris au milieu de tout cela. La légende voulait désespérément un tueur qu'elle pouvait nommer et haïr. Les preuves solides, finalement, n'ont rendu qu'un miroir à la place. Sa ville s'est rassemblée pour lui dire au revoir le 13 décembre 2007. Le service funéraire s'est tenu au Bob Bauer Civic Center à Port Arthur, la même ville qui l'avait élevé. Il a été inhumé au Green Lawn Memorial Park. Retourné enfin au lieu même qui avait autrefois soutenu ses jambes tordues et qui avait plus tard donné un foyer à sa voix tonnante. Des hommages ont afflué de tous les coins du monde du rap, de tout dollar or à Big Bois d'Outcast et bien au-delà. L'homme qui s'était fièrement appelé un proxénète a été, en fin de compte, pleuré comme un roi déchu. La ville qui avait autrefois équipé ses jambes d'appareils orthopédiques a ensuite aidé à porter son cercueil.
Sa voix ne s'est pas arrêtée au moment où son cœur l'a fait. Des coffres pleins d'enregistrements inachevés et de versets inédits ont lentement été transformés en disques finis qui ont continué à arriver pendant des années après son inhumation. Une série d'albums posthumes a suivi, notamment The Naked Soul of Sweet Jones en 2010 et Long Live the Pimp en 2015. UGK lui-même est revenu une dernière fois avec l'album UGK for Life en 2009. Bun B, le frère avec lequel il s'était réconcilié quelques jours seulement avant la fin, est devenu le gardien dévoué de la flamme. Il a porté le nom du groupe et la mémoire de son ami sur chaque scène où il a mis les pieds par la suite. Ce lien profond entre eux a continué à parler jusqu'à nos jours. En 2025, Bun B a sorti le morceau Everywhere We Go, construit directement autour d'un hook posthume de Pimp C, extrait des archives. Les jeunes artistes ont continué à se tourner vers lui, avec des figures majeures comme Megan Thee Stallion honorant ouvertement son influence durable sur leur travail. Ces anciens versets continuent d'ouvrir des portes qu'il n'a jamais lui-même franchies. Bun B a parlé avec sincérité de la façon dont à la fois la réconciliation et le chagrin qui a suivi ont changé de manière permanente la façon dont il aborde la création de musique. La paix fragile que les deux ont trouvée façonne toujours silencieusement son son aujourd'hui. C'est donc à ce moment précis que les deux histoires concurrentes se séparent définitivement. La réponse médico-légale est simple et peu glorieuse. Le sirop et l'apnée du sommeil ont arrêté sa respiration dans son sommeil, et aucune main humaine ne l'a jamais abattu. La réponse de la rue, quant à elle, survit toujours avec obstination. Elle survit dans les vieilles interviews, dans chaque anniversaire de décembre, et dans chaque nouveau clip qui promet une main cachée derrière le rideau. Le chagrin n'accepte pas toujours une cause calme et ordinaire. La réponse honnête n'a jamais été une conspiration du tout. C'était un avertissement que la culture elle-même avait écrit directement dans sa propre musique, et ensuite refusé, encore et encore, d'écouter réellement.